Parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Oh, yes. Voilà, bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo. Nous sommes dans la joie de vous retrouver aujourd'hui le 17 février à 2020. Je voudrais m'excuser un tout petit peu par rapport au titre d'aujourd'hui. Je voudrais parler un peu, c'est de l'histoire, ce n'est pas une chasse à l'homme. Du massacre du 16 février, vous savez, les massacres des chrétiens en 1993. Alors, c'est d'ailleurs le titre ou ce que nous allons essayer d'analyser et disons d'en parler avec vous tous ensemble. J'aurais dû faire ça depuis hier, mais j'étais en déplacement. Et je suis rentré aujourd'hui, donc là où j'étais, je m'étais un peu retiré, je ne pouvais pas, d'abord il n'y avait pas d'internet, et puis déjà aussi la communication normale était très compliquée. Vous êtes déjà nombreux branchés sur notre mission d'aujourd'hui. Les deuxième point, ça sera les divers, ça sera à bâton rompu, vous pouvez poser des questions sur n'importe quel sujet et nous verrons dans quelle mesure nous pouvons répondre. Voilà, encore une fois, bonjour et bonsoir. To mbote ipai nyonso bo zwami na mabota na bino. Était le premier à se connecter ou la première Odile Wad, suivi de Marcel Ntsasembui, Faustin Munganga, Nanette Falanga, Paul Smith. Oh, Paul Smith, ça fait longtemps. Lord de Mwanga, Noël Mbouya, Daniko Kalongo, Odile me dit hello Anglo-Congo, hello maman, Georges Loba, dit salut brother, salut mon frère, Cyprien Moussimar, bonjour à tout le monde, maman Lisette, sorry, maman Lisette Lisa Mongedou, qui me salue, qui me dit bonjour papa Anglo. Yayope Mbote Yango Anaime Titekou, Anne-Charlotte Tibobois, Aimé me salue, Joseph Nikamba, Lisa Maria qui me dit salut, salut à toi aussi Lisa, et Diman Poja-Claude, René Nyotara dit bonjour Anglo-Congo, bonjour René, Nicolas Mutunda. Vous êtes nombreux, je suis obligé d'arrêter là, Samson Kachama, Fernand Wadibenga Lukumwena, Jean-Benjamin Stone qui me dit bonjour Anglo-Congo. Bonjour, bonjour, bonjour. Et Ini pour sauver les Aïrs qui est aussi branché. Alors, rapidement,
Pourquoi je reviens sur cet événement historique, il faut le dire, malheureux mais historique, le 16 février, plutôt que j'allais dire 1993, parce que moi-même j'avais pris part à la marche, donc je ne suis pas entré seulement d'en parler, mais j'étais présent à la marche. Je me souviens, nous, à Massina, donc, vous prenez Petro-Congo, partout là, on s'était rassemblés à l'église Saint-Xavier, hein, l'église catholique, c'est François Xavier, je crois. Et puis, on a commencé notre marche à ce niveau-là pour nous joindre aux gens qui venaient d'Indjili, de Sainte-Thérèse, de ceux qui venaient aussi de Pascal et Kingasani pour qu'on progresse vers Limété. Mais tout s'est passé bien. D'ailleurs, je me souviens, il y avait un photographe qui s'appelle Chaco. Je l'ai revu à Kinshasa l'année passée. M. Chaco est toujours en vie. C'est l'homme qui a pris beaucoup de photos des événements passés et j'étais étonné qu'il est toujours actif. Je lui ai rappelé, il m'avait d'ailleurs promis de me donner quelques photos de cet événement. Ceux qui connaissent Kinshasa, au niveau des quartiers 1, il y a un pont de piétons là, juste à la place qu'on appelle Bikali ou Eucalyptus. Alors, M. Chaco, un courageux, était monté là-dessus pour prendre des très belles photos. Et donc, voilà, c'est un événement que les gens, c'est récent, enfin, on considère que c'est l'histoire récente de notre pays. Mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération qui ne connaît pas très bien cette histoire. Alors, massacre des chrétiens du 16 février, il y a une controverse. Il y a une controverse autour de ça. Sorry, je parlais à ma fille qui sortait. Alors, il y a une controverse autour de ces massacres. Nous étions, il faut le dire, mobilisés par la société civile. En tête, c'était l'Église catholique. Alors, la marche, c'était quoi? C'était pour demander la réouverture de la conférence nationale souveraine. Il y avait un grand monde. Alors, je vous parle d'abord de mon histoire. Nous avons pris la route de, ce qu'on appelle la route de Petro-Congo, et nous sommes arrivés au boulevard du 30 juin, et nous nous sommes dirigés vers ce pont-là, qui est à Bicalivitus. C'était le matin, et là, les gens de Sainte-Thérèse sont venus nous rejoindre, et ceux de Pascal, on a continué la marche, et il y avait jusque-là aucune obstruction, aucune répression, il n'y avait pas de violence, le tout s'est passé bien. Je me souviens d'ailleurs, j'étais avec un de mes amis, avec d'autres petits du quartier, et nous avons traversé le pont Djili. Vous savez, au pont Djili, il y a toujours des militaires qui gardent là. Pas de tirs de balles, pas d'obstruction. Nous arrivons à la place des bonhommes, donc là où il y a l'église Shekinah, et puis à côté, il y avait une station. Tout se passe bien. Nous progressons, nous montons sur le pont qu'on appelle pont Matete. C'est là où nous allons apercevoir de loin, il y avait une école à côté à droite qu'on appelait Kamwala, et puis les petits triangles, donc vous voyez la route qui va vers Matete, qui je crois que c'est le quartier, bon je ne me souviens plus, il y a une petite avenue qui va là-bas, hein, donc le quartier qui est juste à côté, et puis il y a un terrain de football. Hein, donc entre le boulevard et Matete, juste là, hein, donc à la jonction là. Et puis il y a une école qu'on appelait, je crois, Papa Diacre, j'ai oublié le nom. Hein. Et c'est à ce niveau-là, ça je vis de mes propres yeux, nous allons voir. Il y avait là un escadron de militaires très bien armés. Ah, j'ai oublié un petit détail. Quand nous sommes arrivés, juste avant d'arriver au pont Matete, il y avait des militaires postés sur la route, sur la chaussée.
Alors, nous, on passait et les militaires étaient dans la foule, mais ils étaient inertes, avec l'arme à la main. Au niveau des ponts Matete, j'ai vu un autre. Ils étaient très bien habillés, hein, donc très propres, ayant une bonne mine. Ce n'étaient pas les gens des militaires qu'on voyait tous les jours. Alors, mais c'est au niveau de ces terrains-là qu'on voit un escadron de militaires et puis on verra des jeeps qu'on appelle je crois des Niva et certains bus, donc genre des minibus, ils étaient nombreux. Et quand nous sommes arrivés là-bas, enfin, au niveau des ponts Matete, on les a aperçus. Et tout d'un coup, derrière moi, nous étions vraiment sur le pont. Donc moi, j'étais là. Et devant moi, il pouvait y avoir 6 mètres, des gens qui étaient là, une foule de 6 mètres. Et on attend derrière nous, donc les derniers militaires que nous avions passés, et puis on attend, il a tiré un coup de feu. Et puis, l'autre, plus devant là-bas, a tiré aussi, et directement, ceux qui étaient postés à ce niveau-là de l'école ont commencé à tirer, et les Niva ont commencé à faire des mouvements. Hein, les Niva commencé à faire des mouvements vers le pont Matete, et c'est là où la plupart nous nous sommes dispersés. Mais avant de partir, j'ai vu quelqu'un tomber. À vrai dire, il n'était pas mort, mais il était blessé par balle. C'est là où j'ai compris que, bon, voilà, donc on ne tirait pas en l'air, mais on tirait sur les gens. Alors, vous voyez sur le pont Matete, à droite là, hein, donc de l'autre côté, il y a Bia, il y avait une compagnie qu'on appelait Bia, mais juste à côté des ponts Matete, il y avait un petit marché de fortune, puis il y avait des maléois, les gens mangeaient là le matin, tout ça. Moi, je suis descendu par ces versants-là, en traversant ces marchés-là. Alors, avec d'autres gens, hein, donc, quand je suis descendu, mais la veille, j'avais acheté, c'était une sorte de babouche sandales bien là, et c'était, je crois, un oncle qui m'avait donné un peu d'argent. Alors, quand j'ai commencé, j'ai couru. Après un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai laissé derrière moi les sandales. Quand je retourne pour reprendre ça, je fais 2 pas, je vois un militaire très bien habillé et qui avait sur le dos un appareil de communication, comme s'il était en guerre. Et il me dit, ne bouge pas. Moi, je dis non. Non, je suis nini sandal ngao. Il dit, allez, zoc. Mais son lingala n'était pas correct. Après, il a dit un petit mot comme en portugais là. Alors, j'ai couru. Finalement, je traverse la route poids lourd. Donc, pour aller vers Bia, vous voyez les quartiers, l'avenue là, juste avant Bia. J'entre à la deuxième parcelle, parce qu'il y avait d'autres gens qui couraient. Et il y a une maman qui sort et dit, ah, t'es pas bobima. Pendant qu'elle disait ça, moi et d'autres gens, nous étions 6, 3 ou 4, on était en train de la supplier. Et puis finalement, on entend un groupe de gens qui amènent, ah, je m'assassine. C'était le fils de la maman en question. Cette maman va nous oublier. Nous allons tous commencer à nous occuper de son fils dans la panique là. Ah, je m'assassine. Et finalement, un militaire va venir, quand il ouvre, il entend, je m'assassine. Nous tous, nous courons derrière, le militaire passe, et il y avait des coups de feu, rafales, partout. Et il y avait la fumée en l'air. C'était la toute première fois que je puisse vivre une telle répression. Et puis bon, on est resté là. Après un temps, quand ça s'est un peu calmé, j'ai faufilé pour rentrer dans les quartiers là de Salongo. Et puis je suis allé traverser, j'ai pris la pirogue pour aller derrière l'abattoir et puis rentrer chez nous. C'est maintenant on attendait le journal de 13h30 sur RFI. J'étais branché sur RFI. C'est là où on aura le premier rapport des médias étrangers sur cette marche. Et c'est là où on va se rendre compte que c'était à travers toute la ville de Kinshasa. Et le soir, journal de 19h sur BBC,
il y aura des nouvelles, on commence à entendre qu'il y a eu autant de morts et tout ça. Voilà comment moi j'ai vécu ça de manière tout à fait personnelle. Et je n'oublierai jamais cet événement. C'est le jour où j'avais compris que la démocratie ou la liberté, la liberté était chère. Alors, mais non. Après cela, il y a eu, vous savez, c'était la guerre de bilan. Le gouvernement tentait de minimiser le nombre de morts. L'opposition avait ses chiffres, la société civile avait les siens, et c'était ça dans le média, des analyses, des experts sur la RDC. En tout cas, tout le monde pariait que bon, c'était un très mauvais signal pour le régime était vomi par la population, et voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai vécu ça de manière personnelle, mais depuis lors, les années sont passées, il y a une controverse comme vous n'avez pas l'idée. Bon, les gens parlent beaucoup de M. Honoré Mbanda parce qu'à l'époque, il était ministre de la Défense et il était même passé au journal de 20 heures pour parler sur ces massacres. Il avait confirmé qu'il y avait des morts, mais comme toujours, il chargeait l'opposition qui en était, pour lui, c'était l'opposition qui était responsable. Il n'y avait pas que lui, il faut le dire, à l'époque, les Kitengeyezu étaient de l'autre côté, et aussi passé dans les médias. Il y avait beaucoup de gens qui essayaient de défendre ce qui était arrivé. Celui qui était le premier ministre, c'était M. Ngouza Karlebon, paix à son âme. Le ministre de l'Intérieur, c'était celui qu'on appelait Karbur Boulamandungu, paix à son âme. Voilà, et je ne sais plus exactement qui était le chef d'état-major de l'époque, ou le numéro 1 de la police de Kinshasa, mais je sais, à moins que je me trompe, je ne suis pas sûr si c'est Amela, le général Amela qui était le numéro 1 de la police. Voilà ce qui, en bref, de manière personnelle, ce que j'ai vécu. Maintenant, j'ai un article en face de moi. Il y avait bien sûr des rapports des organisations des droits de l'homme sur ces massacres. Pour un massacre, ça n'était un, il n'y a pas de doute. Mais non, le bilan, il y a la controverse autour du bilan, parce qu'il y a des corps qu'on ramassait. Ça aussi, je n'ai pas oublié. La personne qui était tombée à côté de nous là, très vite, le militaire essayait de les récupérer. Hein, je vis la Jeep, quand je me suis retourné pour récupérer mes sandales, j'avais vu la Jeep Niva récupérer certains blessés ou morts, mais j'ai vu qu'on récupérait des corps. Alors, dans mes petites recherches, et puis les congrès en avaient parlé, l'administration Clinton à l'époque avait réagi. Alors, j'ai publié un article aujourd'hui, c'est un article que j'ai publié depuis longtemps, mais j'ai pensé le republier et corriger certaines petites erreurs. J'ai pris tout mon temps parce que c'est long, c'est un article écrit par les journaux National Catholic Reporter. C'est un journal catholique américain, ça continue jusqu'aujourd'hui. Ce journal parle de la visite de M. Honoré Mbanda aux États-Unis. C'est un article qui a été publié le 30 juillet 1993 ou 93 pour les gens qui habitent Paris. Voilà, comment je l'ai titré? Pour l'histoire, je dis bien pour l'histoire. Massacre des chrétiens du 16 février 1993, accusé par Africa Watch, Honoré Mbanda visite Washington et Adeito Bagbeni en paye les prix. Mais ce Adeito Bagbeni, moi, je l'ai vu la première fois à la télé en tant que conseiller diplomatique du maréchal Mobutu. Je ne sais plus c'était à quelle occasion. Et puis, je crois qu'il a été cité à la conférence nationale et on lui avait donné les droits de réponse. Il était invité pour venir répondre. Alors, que dit cet article? Je vous lis, c'est long, je ne sais pas s'il faut tout lire, mais je vais lire l'essentiel. Et j'aimerais signaler, avant la lecture de cet article, vous allez vous rendre compte que la politique américaine
vis-à-vis du régime répressif en ce moment-là du maréchal Mobutu est restée pratiquement la même, hein, à peu près la même, par rapport au régime passé de M. Joseph Kabila. Alors, et même des proches de Joseph Kabila qui sont encore dans les affaires. Voilà la lecture de l'article. L'administration Clinton a utilisé une visite de l'un des violateurs des droits de l'homme le plus notoire d'Isaïr pour intensifier la critique sur le dictateur Mobutu Sese Seko. Le tenant responsable d'une situation qui met en péril la vie et le bien-être des millions de ses compatriotes et la stabilité de toute une région. C'est très important, ces paragraphes. Déjà ici, les Américains signalaient que la politique du maréchal Mobutu qui consistait à bloquer le processus démocratique était en train de mettre en péril la vie et le bien-être des millions de Congolais, des Zaïrois à l'époque, et menaçait la stabilité de toute une région. Nous sommes au mois de juillet 1993. La guerre va commencer 4 ans plus tard, à l'est de la République. Je continue la lecture. Malgré cela, Washington a mis en colère les défenseurs des droits de l'homme en donnant un visa américain à un envoyé spécial, à un envoyé plutôt de Mobutu, qu'ils tiennent, donc les défenseurs des droits de l'homme, ils tiennent pour responsables du massacre des dizaines de manifestants pacifiques le 16 février 1992 et d'autres épisodes de meurtre politique et de la torture. C'est-à-dire les défenseurs des droits de l'homme tiennent pour responsables, ça c'est eux, M. Honoré Banda, de massacres, des dizaines de manifestants, et ils les tiennent responsables des autres épisodes de meurtres politiques et de la torture. Ce n'est pas moi, ce sont les défenseurs des droits de l'homme, et plus tard, ils vont citer l'une des organisations des droits de l'homme. L'administration a exhorté Mobutu de cesser de résister le plan de la transition démocratique adopté lors d'une conférence nationale dirigée par l'archevêque Laurent Mosengo Passigna. Mais Mosengo exhorta les conférenciers de ne pas exiger la démission de Mobutu ou approuver des sanctions anti-Mobutu proposées au Congrès. Donc, les cardinaux, aujourd'hui cardinal en retraite, Mosengo, à l'époque archevêque de Kisangani, c'est lui qui dirigeait les travaux jusqu'au moment de la suspension des travaux par le gouvernement Ngunza Karlibonde. Les cardinal Mosengo, le monseigneur Mosengo exhortait les politiciens de ne pas adopter la position prise par les congrès américains qui exigeaient le départ de Mobutu. Et aussi, qu'est-ce que j'ai dit? Le départ de Mobutu, ou approuver des sanctions proposées au Congrès. En fait, Monseigneur Mosengo jouait, il était le médiateur quelque part, il jouait à l'apaisement. Donc, cette politique de la transition pacifique du pouvoir ne date pas d'aujourd'hui. Et le cardinal Mosengo estimait, Monseigneur Mosengo à l'époque, estimait que si Washington, si les Congolais adoptaient la position, donc la classe politique adoptait, et particulièrement les opposants et les acteurs de la société civile, s'ils adoptaient la position des Américains, ça allait bloquer les semblants de dialogue qui existaient en ce moment-là. Parce que la conférence nationale, c'était quoi en fait? C'était un forum où les gens étaient venus pour se dire un certain nombre de choses et pour se réconcilier, mais aussi pour proposer de nouvelles politiques, pour une nouvelle marche du pays qui devrait consacrer à la démocratisation. Voilà la vérité. Et je vois encore la banderole qui était là. Il était bien dit, c'était pour la réconciliation nationale. Alors, demander le départ de Mobutu ne rentrait pas dans le cadre de cette philosophie proclamée par par Monseigneur Mosengo. Lui voulait la réconciliation. On ne pouvait se réconcilier qu'en ayant le maréchal Mobutu, paix à son âme, comme président, et de réconcilier avec l'opposition, avec la société civile et machin. Alors, je continue. Pour rencontrer Ngbanda Nzamboko Atumba, le principal conseiller de sécurité de Mobutu, Washington a dû renoncer temporairement au décret du président américain Bill Clinton
interdisant le visite des collaborateurs de Mobutu, qui a été dévoilé le mois dernier comme une mesure de sanctions anti-Mobutu. Ça veut dire tout simplement qu'il y avait une mesure qui avait été prise contre les proches du maréchal Mobutu. Et dans une autre interview, Papa Vunda Otepemako, après la chute de Mobutu, après la mort de Mouzé, il témoigne comment il avait fait un voyage aux États-Unis et on lui avait demandé de quitter vite les États-Unis parce que dans le cadre, il devait aller remettre un message au secrétaire général des Nations Unies. Et il les dit clairement que eux qui étaient les proches collaborateurs de Mobutu étaient bannis, hein, ils ne pouvaient pas aller aux États-Unis, donc on ne leur accordait pas les visas. Ici, de manière exceptionnelle, l'administration Clinton va permettre à M. Mbanda de se rendre aux États-Unis parce qu'il était porteur d'un message du maréchal Mobutu, lequel message était une réponse au département d'État qui avait envoyé un message au maréchal Mobutu lors du sommet de l'Union africaine, donc à l'époque l'OIA, Organisation de l'Union africaine, au Caire, de cette année-là. Donc, dans la suite de l'article, vous allez voir, je vais lire ça. Alors, je continue la lecture. Rwanda a apporté la réponse de Mobutu au département d'État suite au message lui remis par le secrétaire d'État adjoint George Moose à la fin de juin, en marge du sommet de l'Organisation de l'Union africaine au Caire pour mettre fin à l'impasse politique. Une source du département d'État a déclaré que sa visite leur a donné une chance de rencontrer directement la garde prétorienne de Mobutu, dans laquelle Mbanda est un personnage clé, et lui dire que l'Occident ne tolérera plus des résistances au changement politique. Donc, le département d'État aussi était sous le feu des critiques, bien qu'ils avaient autorisé de manière exceptionnelle M. Honoré Mbanda de se rendre aux États-Unis, parce qu'il était l'émissaire du maréchal Mobutu. Mais pour le département d'État, c'était une occasion aussi de dire des choses en face à M. Mbanda. Alors, mais les défenseurs des droits de l'homme ne le voyaient pas sous cet œil. C'est comme ça que le département d'État va expliquer la raison de cette visite. Il dit non, voilà, on avait remis un message par le biais de M. George Moose, sous-secrétaire d'État adjoint chargé de l'Afrique à l'époque. Et je vous dis, si vous allez dans le livre écrit par M. Honoré Mbanda, il parle de ce monsieur avec qui il avait des contacts. M. George Moose. Alors, ils expliquent que non, voilà, il a apporté la réponse. Et dans cette réponse, une source du département d'État va dire que non, d'ailleurs, ce monsieur joue un rôle important dans la garde prétorienne de Mobutu. C'est-à-dire que par lui, nous rencontrons directement la garde prétorienne de Mobutu et nous allons donc donner le message de l'Occident et que nous n'allons plus tolérer des résistances au changement politique. Je continue la lecture. Rencontrer Mbanda était une erreur, répond John Metzel, spécialiste d'Isaïe au bureau Washington sur l'Afrique, car aucune amnistie, je le cite, car aucune amnistie ne doit permettre de traiter avec de meurtriers de masse. Point de citation. Metzel, John, M. Metzel, qui s'occupait d'Isaïe dans le bureau Afrique à Washington, reconnaît que c'était une erreur de rencontrer M. Honoré Mbanda, car, disait-il, pas sous aucun prétexte on devrait permettre qu'un meurtrier de masse, ce sont ces termes, qu'on puisse les rencontrer. Metzel prédit que Mbanda va utiliser l'exemption de l'interdiction des visas pour déclarer que Washington a assoupli sa position sur les mesures prises contre Mobutu. Assoupli plutôt ces mesures prises contre Mobutu. Donc il dit, il va exploiter ça sur le plan politique, il va envoyer un message comme quoi à l'opinion congolaise, voilà, les mesures prises par Washington contre Mobutu sont assouplies par le fait que l'on a reçu aux États-Unis, alors que
nous étions interdits de nous y rendre. Je continue la lecture. Ancien ministre de la Défense, Gbanda a dirigé plusieurs agences de sécurité, le plus brutal du Zaïre, ce sont les termes de ce journal. En dehors, je cite encore ici, c'est une citation, en dehors de Mobutu lui-même, aucun individu a joué un rôle plus visible en obstruant la transition démocratique qu'Ngbanda. Les groupes de défense des droits de l'homme, l'Africa Watch a déclaré l'année dernière. Donc, c'est une déclaration qu'avait fait Africa Watch. Je crois que ça devrait être... Africa Watch existait à l'époque, mais j'ai toujours cherché à savoir s'ils avaient quel lien avec Human Rights Watch. Alors, selon cette organisation, d'ailleurs, dans plusieurs rapports de cette période concernant l'Afrique, vous allez voir Africa Watch avait fait beaucoup de rapports sur les violations des droits de l'homme. Alors, ils disent que non, M. Ngbanda est parmi les gens qui, de manière très visible, sans s'en cacher, qui obstruaient la transition démocratique. Selon Africa Watch, Ngbanda a participé à un assaut militaire sur les civils non armés lors d'une marche pacifique le 16 février 1992. Ça, c'est Africa Watch. Africa Watch et d'autres groupes des droits humains ont déclaré que 33 personnes au moins, et peut-être deux fois plus nombreux, ont été tués lorsque les soldats ont tiré sur les manifestants non armés qui chantaient et priaient. Lors d'une interview dans sa suite ultra luxueuse de l'hôtel Waldorf Astoria de New York, je n'ai jamais été à New York, j'ai été à Washington et dans d'autres villes. Donc, pour ceux qui connaissent New York, je crois que c'est un hôtel qui est connu. Honoré Ngbanda logeait là-bas. Et on dit, lors de son séjour en mission envoyée par les maréchals, Honoré Ngbanda a déclaré au journal catholique américain. Donc, il leur avait accordé une interview, le journal qui est l'auteur de cet article, et il dit ceci, que le manifestant avait provoqué les forces de sécurité et que plus de 12 personnes ont été tuées. Et que pas plus de 12 personnes ont été tuées, pas plus de 12. Il a en outre affirmé qu'il n'était pas impliqué, ni de près ni de loin, dans toute décision à l'égard de cette marche. Et jusqu'aujourd'hui, il faut le dire, il maintient cette position qui n'était pas impliqué dans le processus de prise de décision concernant la répression contre cette marche. Il a, dans d'autres interviews, il dit on doit poser la question c'est plutôt le ministre de l'Intérieur, ça relevait de sa compétence, et c'est lui qui avait géré ce dossier, et c'est lui qui avait fait la demande au chef d'état-major pour qu'il lui donne des militaires, des combattants, des militaires, pas la police, mais des militaires, des unités combattantes, pour venir aider la police. Donc, il se dédouane, et il s'est toujours dédouané. Cependant, je continue la lecture, Africa Watch a cité des témoins oculaires indiquant qu'il a personnellement ordonné l'arrestation d'un prêtre catholique et qu'il a dit aux soldats de brûler un leader des manifestants. Ça, c'est Africa Watch qui revient à la charge. Ngbanda est arrivé aux États-Unis, je continue la lecture, aux États-Unis le 18 juillet. Je vous ai dit, cet article date du 30 juillet de cette année-là, de 1993. Pendant ce temps, Mobutu a intensifié les attaques verbales contre ses rivaux politiques, disant lors d'un rassemblement dans la province de Chaba, aujourd'hui Katanga, au Zaïre, de punir l'opposition. Ces discours étaient suivis d'une vague de violence ethnique au Chaba, provoquée par Mobutu, selon les observateurs indépendants, ce qui a contraint plus de 100 000 personnes à fuir leur maison. Donc, vous connaissez les massacres au Katanga contre les non-originaires particulièrement, c'est du passé, contre les Kassaïens. Et ici, Africa Watch charge les marchés Mobutu. Dit après cela, il y a eu des discours, des manifestations et puis des violences. Donc, alors que Ngbanda est en visite à Washington, un envoyé spécial de l'ONU était au Zaïre pour explorer les voies et moyens que l'ONU peut utiliser pour mettre fin à l'impasse politique au Zaïre. Cependant, des sources de l'Église catholique disent que Mobutu a ignoré d'autres récents appels pour la paix, y compris une lettre de Mosengo Passigna,
président du Parlement des transitions d'Isaïe, qui demande à Mobutu d'arrêter de bloquer les changements politiques. La visite de Ngwanda est simplement le dernier d'une série de signaux mixtes et contradictoires envoyés aux Zaïre venant de Washington. Les responsables de l'administration Clinton ont laissé entendre depuis le début février qu'ils soutiendront un gel international sur les avoirs de Mobutu, soupçonnés d'être des milliards de dollars, mais ont pris aucune action visible. Donc, vous comprenez que les acteurs des droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme, eux estimaient que l'action du gouvernement ou bien de l'administration Clinton n'était pas assez forte contre le régime Mobutu. Ils avaient fait des promesses, mais ces promesses étaient restées sans suite, notamment celle de geler les avoirs de Mobutu estimés en milliards à travers le monde. Alors, donc, ils critiquaient l'administration Mobutu, plutôt que je dis Clinton, parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient pas aussi fermes comme l'était leur discours. Plus étrange, ajoute l'article, encore est le fait que le gouvernement américain n'ait pas pu agir efficacement contre M. Adeito Nzengeya Babeni, conseiller de Mobutu, qui a aidé à organiser la visite de Ngwanda aux États-Unis, M. Adeito étant lui-même en situation irrégulière. Pour preuve, ils appuient que non, voilà, donc l'administration américaine donc, de Bill Clinton ne fait pas preuve de beaucoup de rigueur par rapport à leurs décisions. M. Adeito était en séjour de manière irrégulière et c'est l'homme qui a organisé, qui a facilité le voyage de M. Ngwanda, c'est-à-dire les contacts. Et ce monsieur, voilà, je continue la lecture, il dit, au mois de mai, le département d'État avait révoqué le visa de M. Adeito Nzengeya Babeni, soi-disant ambassadeur de Mobutu à l'Organisation des Nations Unies, après avoir constaté qu'il manquait une accréditation valide auprès de l'ONU et que ces deux femmes avaient été aux États-Unis sans visa depuis 1991. Donc, la preuve à l'appui, venant des défenseurs des droits de l'homme, ils disent, mais c'est monsieur proche conseiller de Mobutu qui s'est fait passer pour représentant d'Isaïre à l'ONU, est en situation irrégulière, c'est-à-dire il n'a pas de séjour parce que son visa avait été annulé depuis le mois de mai. Mais nous sommes au mois de juillet, l'article date du mois de juillet, le monsieur est toujours en séjour aux États-Unis. Alors, pourtant, Babeni reste à l'ONU, se présentant comme l'ambassadeur. Il a même organisé la semaine dernière des interviews à la presse pour M. Ngwanda. Le département d'État a déclaré qu'il a demandé au service de l'immigration et de la naturalisation d'expulser Babeni. Donc, vous comprenez que le département d'État subissait aussi des critiques et agissait pour se blanchir par rapport à cette complicité qu'on voulait lui attribuer de ne pas en faire assez contre le régime de Mobutu. Des sources diplomatiques affirment que M. Babeni a tenté d'obtenir le soutien de deux hommes d'affaires américains ayant des liens de longue date avec les Zaïre. Voilà, avec les Zaïre, dans le dernier manœuvre du maréchal diplomatique de Mobutu. Donc, il y avait deux personnes dans l'ombre, et ces deux personnes, ce sont des hommes d'affaires, ce sont les diamantaires Maurice Templesman. Un nom qu'il faut retenir. Monsieur Maurice Templesman, c'est un diamantaire. Il a des liens de famille avec Dan Dettler. Monsieur Maurice Templesman a joué un rôle important lors de l'indépendance, après l'indépendance du Congo, dans tout ce qui est arrivé. Il était en poste au Congo. Je crois qu'il était consul, quelque chose comme ça, à un moment donné. Et c'était des lobbyistes, j'allais dire des contacts. Pas vraiment lobbyistes, parce que c'était un homme extrêmement riche. C'était là des contacts, un des contacts du maréchal Mobutu. Je n'ai pas eu le temps de suivre l'autre monsieur qui s'appelle Connell et qui dirigeait la compagnie Grover Connell.
Hein, et les deux ont tous nié avoir mené des actions pour les séjours de M. Honoré Nwanda. Alors, voilà, Temple Semaine, on y est, dit, et puis ils ont dit à National Catholic Reporter qu'ils ne sont plus activement impliqués dans les affaires politiques d'Isaïe. Cet article, nous l'avons traduit, donc article traduit en français par Anglo-Congo. Merci beaucoup. Alors, venons-en maintenant à l'analyse. J'aimerais que nous puissions réfléchir là-dessus. Parce que l'histoire se répète et il y a la controverse. Moi, je ne suis pas historien. J'ai donné ma version des faits, ce que j'avais vécu. Moi, je n'ai pas vu M. Nwanda sur le terrain, mais j'avais vu les forces, les unités combattantes. Je sais qu'il était le ministre de la Défense. Et d'ailleurs, à mon souvenir, je n'avais pas vraiment vu de... Je crois que j'avais vu aussi des gardes civils au niveau des Matete. Et j'ai dit ceci, il y a des gens des Matete, il y a encore beaucoup de gens sont encore en vie, parce que nous ne sommes pas aussi vieux que vous pouvez le penser. Et certains d'entre vous même étaient encore là sur place à Kinshasa, où vous y êtes encore. Alors, cette conférence nationale souveraine, c'était un rendez-vous raté. Et par la volonté de ceux qui voulaient maintenir le statu quo. Avant la conférence nationale souveraine, le maréchal Mobutu, après la deuxième guerre du Chaba, avait subi des pressions pour organiser, démocratiser le système. Nous sommes là avant même la chute du mur de Berlin. Les Américains exigeaient déjà, maréchal Mobutu, de démocratiser le système. Parce que quand les rebelles qui étaient venus de l'Angola ont envahi les Katanga, particulièrement Kolwezi, j'ai toujours dit, ce n'était pas un hasard, les choix de Kolwezi, parce que Kolwezi, c'est très stratégique. C'est toujours les cobalt à l'époque. Et d'ailleurs, certaines archives montrent que les Belges, quelque part, avaient joué un rôle aussi lors de cette invasion. C'était pour déstabiliser le régime Mobutu qui était devenu très critique vis-à-vis d'eux. Vous vous souviendrez de ce qu'on a appelé les débats contradictoires entre une délégation qui était venue d'Isaïe, conduite par le feu Gérard Kamanda Wakamanda, paix à son âme. Il y avait aussi Maître Nimi Maïdi Kangimbi. Il y avait aussi les professeurs Pinga Kassenda, paix aussi à son âme. Et ces gens s'étaient rendus en Belgique pour protester contre la position des Belges. L'émission existe. J'ai eu même l'occasion une fois de parler avec l'un des fils de ces intervenants. Je ne vais pas citer des noms. Et il m'avait demandé de lui envoyer la vidéo. Et on a eu l'occasion de revenir là-dessus. Alors, je disais, quand j'ai fait des recherches, j'ai trouvé dans certains câbles diplomatiques, les Américains avaient des indices comme quoi la Belgique avait joué un rôle discret par rapport à l'évasion de la RDC. Vous savez, à Kolwezi, et c'est là où on explique qu'à Kolwezi, il y avait une forte présence d'expatriés belges à l'époque. Et la zaïrianisation, il faut le dire, la zaïrianisation, j'étais en train de parler avec, là où j'étais, avec quelqu'un qui connaît un peu bien l'Afrique australe, notamment la Rhodésie du Sud, donc les Zimbabwe. J'expliquais à ces messieurs que voilà, nous avons vécu un peu ce que les Zimbabwe a vécu avec l'affaire des fermes qu'on avait arrachées auprès des Blancs. Hein? Je ne dis pas que c'est bon ou c'est mauvais, mais je dis que suite à cette mesure, l'économie zimbabwéenne a connu une chute et dont elle ne s'est jamais relevée jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai dit, la même chose s'était passée au Congo, au Zaïre à l'époque. Mobutu avait ravi, il avait nationalisé. Nationaliser, c'est d'ailleurs même trop dire.
Parce que dans certains cas, on avait pris des entreprises, hein, des expatriés, et pour la plupart, c'était des Belges, qu'on avait donné aux dirigeants, à beaucoup de dirigeants de partis États à l'époque, et ces gens n'avaient aucune expérience de la gestion aujourd'hui. On avait même donné à certains musiciens à l'époque aussi. Aujourd'hui, toutes ces entreprises-là, toutes sont par terre. Et la Gécamine était nationalisée, tout ce que vous voulez. Je ne dis pas que c'était une mauvaise décision, mais je pense que c'est la gestion, hein, la gestion, la bonne gestion avait manqué. Alors, tout ceci, c'était avant même la chute de Berlin, le mur de Berlin. Et quand vous lisez, j'avais vu un autre rapport du département d'État, où vous avez fait un voyage aux États-Unis, où les Américains même disent, nous le maintenons au pouvoir tout simplement parce que nous avons encore besoin de lui dans cette guerre froide, mais sa gestion du pays, elle est calamiteuse. Et les Américains pensaient déjà comment les remplacer, mais ils hésitaient en même temps, parce qu'il y avait la menace du bloc de l'Est. Alors, je disais que l'histoire se répète, souvent, le plus souvent. Nous voyons aujourd'hui le régime Kabila, avec cette histoire des cobaltes, des guerres à gauche et à droite, de la mégestion, des détournements des deniers publics, et qui a mis le pays par terre. Après que les Américains, il faut le dire, ont pesé de tout leur poids pour faire que le belligérant se rencontre en Afrique du Sud. Sans oublier que quelque part, ils avaient aussi joué un rôle, hein, qui avait achevé la RDC, c'est-à-dire l'invasion de la RDC par des troupes étrangères. Mais souvent, nous disons que ce sont eux les Américains. C'est vrai. Mais pourquoi ils l'avaient fait? C'est parce que nous-mêmes, nous étions souverains, entre guillemets, souverains, mais on avait très mal géré le pays. Très mal géré. Très mal géré le pays. Et nous devons être honnêtes. Ici, je ne veux pas de discussions des gens partisans, non. Et je dis ceci parce que M. Nganda, dans ses livres, il reconnaît qu'il y avait des erreurs. Et je salue là son courage d'avoir reconnu dans le passé, quand il avait écrit ses livres. Là, nous sommes avant cette association de la Pareco. Il a reconnu dans ses livres, les 2 premiers livres que j'ai lus. D'ailleurs, il y a un qui était signé par lui-même, c'est quelqu'un qu'il avait rencontré, qui me l'avait remis. Il reconnaît, il fait une autopsie de la situation, il dit, non, voilà, le pays était mal dirigé, tout ça, l'armée, hein, ce n'était plus une armée, voilà. Alors, ce sont là les mots qui ont miné notre pays. Mais cet événement du 16 février, avec la société civile et l'Église catholique, les organisateurs, il y en a encore qui sont en vie. J'ai appris d'une source que l'actuel ministre des Affaires étrangères, Madame Toumbanzeza, serait l'épouse de l'un des organisateurs de cette marche du 16 février et que son mari n'est plus en vie. Voilà. Donc, je disais, chaque fois que le peuple s'élève, parce que c'est le peuple au finish qui subit, hein, les conséquences de la mégestion de ceux qui sont au sommet de l'État. Alors, quand le peuple qui est le bas-fond s'élève, ceux qui sont au sommet de l'État doivent écouter. Souvent, c'est facile que ceux qui sont au sommet de l'État soient bloqués, soient comme dans une bulle, parce qu'il y a des intermédiaires qui empêchent que celui qui dirige ou ceux qui dirigent ne puissent écouter le murmure, les cris, hein, les cris du peuple, venant du peuple. Et généralement, les Congolais sont très patients. Quand ils en arrivent à manifester ouvertement comme ça, c'est-à-dire, ils sont au bout. Et ceux qui ont vécu cette époque-là, ils savent que nous étions au bout. Parce que c'est pendant cette période-là, je crois, 5 ans avant, qu'on a eu des phénomènes tels que les kwashiorkor. Kwashiorkor, c'est quoi? C'est une maladie de la malnutrition. Déjà à l'époque.
Déjà à l'époque, moi j'étais témoin où je voyais comment on prenait une petite boîte de tomates. Une petite boîte de tomates. Et on sort la tomate de cette boîte et on met dans des petits sachets pour vendre. On peut, là-dedans, pouvait sortir 10 sachets de tomates. C'était là des signes qui montraient que, bon, les pays est mal géré. Mais nous pouvons aller encore plus loin parce qu'il y a eu récemment l'anniversaire, le 38e anniversaire de l'UDPS. Mais l'UDPS est parti d'une lettre. C'est d'abord des 13 parlementaires qui ont écrit une lettre au maréchal Mobutu. Une lettre de frères qui lui demande de revoir sa gestion. Qui ne contestent pas, qui ne disent pas que tu dois démissionner. Lisez la lettre. Qui dénonce tout simplement ce qui ne va pas dans le pays. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Des arrestations, des gens étaient relégués, hein? Les fondateurs de l'UDPS. Il y en a encore qui sont en vie. Kingwa Koumanze est en vie. Et je crois qu'il y en a d'autres qui sont en vie. Ces gens étaient relégués alors qu'ils attiraient l'attention du maréchal Mobutu sur la situation du pays. Une situation qui était réelle. Mais les courtisans de l'époque ne voulaient pas entendre les choses de cette manière-là. Ils ont très vite vu un complot. Et après est venue la vague d'arrestation. Les gens qui étaient relégués, parmi lesquels l'un des fondateurs, donc plutôt l'un des célèbres fondateurs de l'UDPS, M. Tshisekedi, il y avait le M. Kingwa Koumanza, il y avait le Lusanga Nguele, il y avait les Makanda, il y avait tous ces gens. Et j'ai eu, dans le passé, j'ai écouté M. Paul Tapita Chabangi dans les années 90. Une fois Matete, il avait tenu une conférence où il parlait de la création de l'UDPS. J'ai écouté un monsieur qui est encore en vie, mais je ne vais pas citer son nom, un très proche de Tshisekedi. Il est vieux maintenant. Il était aussi proche du cardinal Maloula. Je l'ai écouté en 2015, en 2017. D'ailleurs, je lui ai dit, il a même écrit des livres, mais pas sur l'UDPS, mais des livres sur la corruption, des livres sur... un homme très brillant. C'est un professeur d'université en retraite. Très, très bien. Un économiste et puis aussi un ingénieur en télécommunication. Il connaît Bisengimana personnellement. J'ai parlé avec lui longuement, et un vieux bien, et il m'a raconté aussi l'histoire de la création de l'UDPS, sa version à lui. Mais tout ça, c'était quoi? En fait, l'UDPS, c'était une tentative de réponse sur le plan politique par rapport à la situation. C'était une alternative par rapport à la situation qui était là au pays. Et malheureusement, ces gens-là n'étaient pas écoutés. Très vite, des gens qui contestent, des gens qui parlent de l'avenir de leurs enfants. Parce qu'aucun parent ne peut voir l'avenir de ses enfants être compromis et rester bras croisés. Aucun. Mon père ne voulait pas que je parle politique, moi. Mais ce jour-là, quand il y avait l'organisation de la marche la veille, il m'a dit, vas-y. Parce que ça ne va pas. Donc, et en passant, j'ai dit, coup de chapeau à l'UDPS. En tout cas, moi, je ne m'attendais pas à un tel succès. Honnêtement, je m'étais d'abord dit, ils n'ont pas eu assez de temps pour se préparer. Et ce qui est, bon, d'abord, les choix du stade des martyrs, je pensais que c'est ambitieux, trop ambitieux même. Mais quand je me réveille le matin, j'ai dit, waouh, quelle mobilisation en peu de temps. J'ai dit coup de chapeau. Donc, ils ont encore prouvé que ça reste une machine qui fonctionne bien politiquement. Coup de chapeau donc aux organisateurs, coup de chapeau aux cadres militants de l'UDPS. Et le bien, ça s'est passé dans le calme et l'ordre. Et si d'autres partis politiques peuvent organiser aussi de telles manifestations, où le message principal, c'était contre la corruption. Donc, j'ai dit, parce qu'on doit absolument, nous tous, c'est un effort collectif, national,
Nous devons combattre la corruption, sinon, même si on nous donne le meilleur dirigeant du monde, nous n'aurons pas des résultats qu'il faut. Il n'y aura pas suffisamment de changements. Sinon, il n'y en aura pas. C'est très, très important. Donc, il faut un changement radical. C'est à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux, en commençant au niveau de la présidence de la République, en passant par le gouvernement, en passant par des provinces, les administrations provinciales, jusqu'au niveau des communes, jusqu'au niveau des petits marchés. C'est lui qui va distribuer des tickets pour que les mamans payent les taxes, là. Tous ces gens-là, moi, je pense qu'il faut un effort collectif. Mais on ne doit pas compter sur la bonne foi des gens. Il faut aussi mettre fin à l'impunité. Il faut envoyer des messages forts. C'est très important parce que le mal est souvent têtu. Plus têtu que les biens. C'est très, très important. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a une mafia extraordinaire au Congo qui a des tentacules jusqu'à dans des pays où vous n'avez aucune idée. Ça, je sais. Vous n'avez pas l'idée. La mafia des Kabila est allée à des tentacules jusqu'à l'île Comore. Donc, on a affaire à un monstre. Je parle ici du système qui n'a pas disparu, il faut le dire clairement. Ce système n'a pas disparu. Sinon, l'UDPS n'allait pas avoir le message qu'il a eu lors de son meeting. C'est un système qu'on ne se voile pas la face. Ce système a reculé, mais le système n'a pas disparu. Il faut l'empêcher qu'il puisse faire le recouvrement de la force et devenir encore écrasé. Nous avons là une opportunité extraordinaire, parce que nous avons les soutiens clairs des Américains qui veulent investir, et je l'ai dit lors des analyses passées, qui sont venus par les truchements de General Electric pour investir à RDC. Ce genre d'investissement, ça fait des décennies qu'on n'a pas vu ce genre d'investissement. Ici, nous ne parlons pas des Libanais. Je ne parle pas des petites boutiques des Libanais, des petits établissements des Indiens qui payent très mal nos compatriotes. Moi, j'ai un frère qui travaille chez les Indiens. Il ne cesse de m'appeler, écrit un article contre eux. J'ai dit, mais écoutez, j'en ai écrit, je pense qu'il faut des mesures, tout ça. Et ça, ce sont des multinationales qui viennent pour investir pour le développement du pays. Ce n'est pas de la charité, hein, ce n'est pas de la philanthropie. C'est du gagnant-gagnant ici. C'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. Donc, je voulais donner ma petite contribution. C'est sans rancune. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Après ces massacres des chrétiens, après les massacres de Katanga, je sais qu'il y a eu beaucoup de massacres, les massacres de Makobola. Il y a eu beaucoup de tueries à l'est de la République. On a tué même des princes de l'Église catholique, on a tué des journalistes, on a tué des activistes. Pendant que je parle, il y a un fils d'un de gens qu'on a retrouvé mort donc quand Bazana et puis l'autre, il est branché. Donc, nous devons faire un effort. Si nous ratons ces rendez-vous, le pire va arriver. Quand nous avons raté les rendez-vous de la conférence nationale souveraine, le pire était arrivé. Et nos ennemis n'ont pas hésité parce qu'ils savaient, que le régime en place n'a pas de soutien populaire. Et l'entrée de ces troupes l'avait prouvé. Dans plusieurs villes, ils ne s'étaient pas battus. C'était applaudi. Pourquoi? Parce que quand un régime n'a plus de soutien populaire, les ennemis regardent. Parce que le plus grand gardien du territoire national, au-delà de l'armée, c'est le peuple lui-même. Le peuple est le meilleur service de sécurité dans tous les pays.
dans tous les pays. Même pendant la guerre, l'armée se sert des renseignements que lui fournit la population. Parce que c'est finalement la population qui est partout. C'est la population. Or, si cette population souffre, elle va tendre la main vers l'étranger et se rendre compte après que l'étranger n'était pas les sauveurs. C'est ce qui est arrivé en RDC. Ceux qui nous ont attaqués, aussi petits étaient-ils comme pays, ils savaient que le régime en place n'a pas de soutien. Le régime en place a refusé la réconciliation nationale au niveau du Parlement, donc plutôt de la conférence nationale souveraine. Ils savaient. Et ils avaient des renseignements aussi sur l'état de notre armée. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut la réconciliation. Mais aussi, en même temps, la réconciliation pour le passé. Mais cette réconciliation doit se faire autour de la vérité. Autour de la vérité. Il faut qu'il y ait un tribunal. En Afrique du Sud, il y a eu un tribunal, mais la formule, c'était la réconciliation. Chez nous, il y a des crimes. Il y a des crimes contre l'humanité. Il y a des génocides. Pour ceux qui ont commis des génocides, en tout cas, désolé, moi je suis chrétien, mais je dis, ils doivent répondre. Un jour, tôt ou tard, ils doivent répondre. Sinon, ça va passer au niveau des autres générations. Les gens vont se permettre un jour d'exterminer d'autres gens. L'être humain est dangereux quand il n'est pas sous discipline. Je reprends, l'être humain est dangereux. Qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit noir. Moi, je suis allé au Cambodge. Ce ne sont pas des Africains. Au Cambodge, c'est en Asie. J'ai visité les sites où Pol Pot tuait les gens. Même des bébés. Bébés de 3 jours, on les tuait. On prend un bébé, on les cogne contre un arbre. J'ai vu cet arbre-là, j'ai pris des photos. Nous avons là une opportunité extraordinaire. Nous avons un chef de l'État, c'est pas moi qui l'ai dit, même des étrangers disent, quand ils parlent avec lui, ils sentent qu'il y a une ferme volonté d'amener les changements. Mais la volonté ne suffit pas. Il faut qu'il soit accompagné dans cette volonté-là. Par son entourage aussi, immédiat. Je suis désolé, ce sont des frères, certains je les connais, mais écoutez, il s'agit là du pays. Parce que si nous ratons ces tournants, l'histoire ne nous pardonnera plus. Je vous dis la vérité. Il y a une lueur d'espoir et Dieu y est pour quelque chose. Les gens ont beaucoup prié. Vous savez, je suivais un congressman américain après qu'il ait rencontré les opposants au Congo juste avant les élections. Les gens du pouvoir, la CENCO, il est rentré aux États-Unis, il a dit, je ne peux pas vous garantir qu'il y aura élection. Mais tout ce que je peux vous dire, s'il n'y a pas élection, il y aura les chaos. Et ce chaos va déborder dans des pays voisins. Nous oublions, la plupart d'analystes disaient que ça va péter en RDC, ça va exploser. Nous avons frôlé la catastrophe. Dieu soit loué. Moi, quand je regarde, je dis Alléluia. Il y a eu quelque part l'intervention de Dieu. Il a utilisé tout le monde, y compris Joseph Kabila. Il a utilisé les Américains. C'est vrai qu'il y a eu des pressions. Et l'enjeu est détail. L'enjeu est détail. Il y a des puissances occidentales qui étaient prêtes que ça barde à RDC. Voilà ce que je voulais dire. Je prends vos questions rapidement et des commentaires. Et nous allons terminer cette émission
avec une recommandation de la prière pour la RDC. Parce qu'il faut continuer à prier. Il faut continuer à prier. C'est très important. Alors, M. Alexis Salengongo dit c'était les forces de l'UNITA qu'Engbanda avait fait venir. Ils étaient postés à Kamina avant de descendre à Kinshasa. J'ai participé à cette manifestation. J'ai failli laisser aussi ma peau. La justice congolaise doit fouiner. Engbanda doit répondre de ses actes. Bon, moi, je dis la réconciliation, on ne doit pas personnaliser les choses. Je sais que M. Engbanda parle aujourd'hui, mais on ne doit pas personnaliser les choses. Hein? Moi, je dis que il faut qu'il y ait réconciliation, mais il faut qu'on se dise la vérité. Pas la réconciliation avec déni de la vérité, non. Avec déni de la vérité. Et quand je dis la vérité, là, la vérité, rien que la vérité. Et c'est Pierre Kamounimo qui dit, bonjour Anglo-Congo, s'il vous plaît, si c'est possible de ne pas supprimer ces directs. Bon, je ne saurais pas faire la promesse. J'ai des raisons pour lesquelles je supprime certains directs. Et j'ai aussi des raisons qui me poussent à laisser d'autres. Aimé Titekou me dit, Papa Anglo-Congo, les cas Caleb peut-il fragiliser le Premier ministre? Comment un directeur de cabinet peut signer un ordre d'émission avec un papier en tête de la primature sans que le Premier ministre soit au courant? Parlons des 38 ans de l'UDPS au stade de Marty. Mon cher frère Martin Fayulu doit toujours réclamer la vérité des unes. Qui est derrière la mort du chanteur Kizoto Mihiko? Tu as posé beaucoup de questions. Le premier, c'est est-ce que Caleb peut-il fragiliser le Premier ministre? Bon, je ne pense pas. Il a été entendu et puis il a été relâché. Semble-t-il qu'on lui a interdit de quitter le territoire congolais. Je crois que c'est une mesure qui est prise en conséquence des informations qui sont à la disposition des services de renseignement et de sécurité de la RDC. Bon, ça peut fragiliser le Premier ministre, je ne pense pas, il est responsable, mais semble-t-il, je pense ça avec beaucoup de réserves parce que je n'aime pas sauter toujours sur des informations qui circulent dans les réseaux sociaux. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai, nous ne devons pas tout gober. Si c'est vrai que le directeur du cabinet du Premier ministre, je dis bien encore si c'est vrai, parce qu'il y a une autre source qui a contredit cela, et qu'il a été entendu, qu'il serait aux arrêts, ben, je dis qu'il réponde devant ses actes, et puis qu'on lui donne les moyens de défense. C'est ça aussi la démocratie. Voilà. Merci. Et oui, il y a un autre palier de votre question. C'est quoi? Parlons des 38 ans de l'UDPS, Martin Fayulu doit toujours être. Bon, écoutez, les meetings étaient organisés, non pas par rapport à la vérité des urnes, pour répondre à Martin Fayulu. Donc, les meetings étaient organisés, l'UDPS fêtait ses 38 ans d'existence. La question pertinente que l'on doit se poser, d'ailleurs, j'avais partagé avec un autre compatriote qui avait réveillé mon attention, de son père, qui m'a dit, mais on fête souvent 20 ans, 25 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 45 ans, 50 ans. Mais ici, on fête subitement 38 ans. Bon, dans le passé, bon, on sait qu'on fête chaque anniversaire, mais pas avec un tel faste. Dans le passé, on n'a pas vu les deux fêter 28 ans avec un tel faste. Hein? Vous pouvez fêter les 32 ans, hein, les 35 ans, 37 ans. La question que l'on se pose maintenant, pourquoi hein, au 38e anniversaire, il y a une telle mobilisation? Et l'on devra se poser cette question en tenant compte du contexte politique actuel hein, que tout le monde connaît. Ceci arrive après la visite de Dr Pitafan, après qu'ils aient rencontré les différents acteurs politiques au Congo, vous l'avez vu, accompagné de l'ambassadeur des USA au Congo. Il a rencontré le président de la République, la CENCO, l'église protestante, l'église anglicane, d'autres acteurs de la société civile. Et puis, finalement, il a rencontré l'ancien président, M. Joseph Kabila.
Alors, ces meetings arrivent à un tel moment, ces meetings, pour moi, j'ai dit, l'UDPS doit avoir une autre raison, hein, qui n'est pas encore connue, autour de ces meetings. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis, mais les 37e anniversaire, on n'a pas loué le stade des martyrs. Il restait 2 ans pour que l'on fête 40 ans, qui est un chiffre rond. Donc, ça, on pouvait comprendre. Mais je dis tout simplement, je voudrais dire une chose. Vous savez, ces genres de meetings donnent un crédit à un parti politique et aux leaders de ces partis. Vous savez, quand on fait le lobbying à l'extérieur, pour les cas du parti politique, et quand on fait la diplomatie, on doit montrer aux partenaires, parce que, et d'autant plus que, et c'est ici où je pourrais dire que votre question par rapport à Fayoulou peut avoir un sens, d'autant plus qu'il y a des gens qui clament qu'il y a une crise de légitimité. OK? Des gens qui disent que c'est moi qui ai été élu. Hein, donc Fayoulou dit c'est lui qui a été élu. Mais avec un tel meeting, l'UDPS a en main quelque chose qui va faciliter son lobbying à l'extérieur. D'abord au niveau national, ensuite à l'extérieur, auprès des partenaires. Ils peuvent aller avec ça pour montrer, mais voilà, nous sommes avec la masse. Si réellement nous n'avions pas organisé, notre candidat n'avait pas gagné les élections, nous sommes et nous restons les seuls partis politiques, je dis bien les seuls, qui a osé organiser des meetings dans les stades de martyrs. Monsieur Etienne Tshisekedi, père son âme, l'ancien leader charismatique de l'UDPS, en 2011, il était le seul qui avait organisé un meeting au stade de martyrs et qui avait fait le plein. Parce qu'il y a d'autres qui avaient tenté, mais qui avaient fait réellement le plein. Quand nous regardons, donc l'UDPS a réussi à 80% ou même 85% à remplir ces stades-là. Donc, c'est des signes, pas toujours très objectifs, mais des signes proches de l'objectif qui montrent que ces gens, ils sont sur terrain. C'est un parti qui a des attaches dans les couches sociales. C'est très important. Et on ne peut pas ignorer une telle force. Et je crois, au-delà de, parfois, l'UDPS fait preuve de désorganisation, des problèmes, des déficits de communication, et personne ne peut leur nier la capacité de mobilisation. Même au moment où leur communication ne marche pas bien, vous voyez, quand l'UDPS se réveille, ils réussissent toujours, dans la plupart des cas. Moi, personnellement, je dis souvent, ils ne sont pas très organisés comme ils devraient être. Et je comprends que c'est un grand parti. L'organisation des masses, ce n'est pas une chose facile. Il y a un grand parti qui a fait longtemps aussi. Et il y a des déficits de communication, je parle de manière objective, mais je reconnais qu'ils se réveillent finalement comme un tourbillon, et puis bon, ils surprennent tout le monde. C'est ce qui s'est passé. Et ils ont l'audace d'oser là où les autres ne veulent pas. Avec les risques d'échouer, mais ils osent. Donc c'est à leur avantage quand ils vont faire les lobbying. Parce que moi j'ai travaillé dans une ambassade d'un pays occidental, dans un pays africain. Quand il y a de tels meetings, les ambassades obtiennent toujours des rapports. Et ils envoient dans leur pays, auprès de leur ministère des Affaires étrangères. Donc croyez-moi, ce n'est pas un homme comme Mike Hammer, alias Nzita, et qui sera distrait par rapport à un tel événement politique. Encore une fois, je profite de votre question pour dire, tout chapeau à l'UDPS, j'espère que d'autres partis politiques pourront le faire. Et il faut dire que c'est le parti au pouvoir. Hein. Il partage le pouvoir avec les autres partis. Et généralement, beaucoup de partis au pouvoir ne réussissent pas, à moins que ce soit à coup de dollars, hein, donc bien de l'argent qu'ils donnent, et un coup de chapeau, parce que l'UDPS a l'avantage d'être, comme ils disent eux-mêmes, à la fois dans l'opposition et au pouvoir. C'est-à-dire, moi, quelqu'un m'a posé la question, j'ai dit peut-être que l'autre partie du pouvoir qui leur échappe, qui est entre les mains
de FCC, qui est en coalition avec eux, la base continue à s'opposer à cela. Et c'est ce qui se passe. Ils ne s'opposent pas à la partie du pouvoir qu'elles détiennent déjà. Ils s'opposent à ceux qui détiennent l'autre. C'est comme la base, je parle de la base, pas des cadres. C'est comme qui dirait, it is an unfinished business. Donc c'est un travail qui n'est pas fini. On doit tout raser. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, est-ce qu'il y a, vous me posez la question sur le musicien rwandais qui est mort. Je ne sais pas comment il est mort, mais tout ce que je sais, l'équipe était relâchée avant l'élection de Mushikwabo comme secrétaire général de la francophonie. Vous savez, sur l'élection, il y avait la controverse. Beaucoup des pays, enfin, beaucoup des francophones, des intellectuels n'étaient pas d'accord. Mais finalement, la francophonie est prise en otage par des États. Hein, alors que ceux qui parlent français, ce ne sont pas seulement les États, ce sont des peuples. Donc, la France avait décidé, au détriment de la dame, la canadienne, que Mushikwabo devienne le président, la secrétaire générale de la francophonie. Donc, ces messieurs étaient libérés. Il y avait une série d'amnisties faites par M. Paul Kagame, le président du Rwanda. Et parmi les gens qui avaient bénéficié de cette mesure, il y avait ces messieurs. Et voilà, on l'avait repris, on l'a arrêté, et puis on apprend qu'il est mort. La police donne sa version, qu'il se serait suicidé. Mais il y a d'autres sources qui démentent. Donc, voilà tout ce que je peux dire. Il faut qu'on attende qu'il y ait une enquête, s'il y aura enquête sur la disparition de ces jeunes musiciens. Alors, qui d'autre? Et c'est Richard Yampania qui me pose la question. Quelle analyse fais-tu de la rencontre entre l'envoyé spécial des USA et le sénateur Kabila après la signature de l'accord avec la société américaine General Electric? Aussi crois-tu que Vital Kamerhe serait vraiment impliqué dans le détournement des fonds du programme des 100 jours? Bon, encore une fois, il y a plusieurs questions ici. Il y a d'abord quelle analyse j'ai fait par rapport à la rencontre entre Kabila et le monsieur Pitafam. Écoutez, Kabila, il est encore, c'est lui l'autorité morale des FCC. Les FCC fait partie de la coalition au pouvoir, donc avec Cash. Et en tout cas, normalement, il peut être consulté. On peut lui envoyer un message. Donc, il doit être pris en considération. Et les Américains l'ont dit, c'est pas moi qui l'ai dit, qu'ils sont venus pour d'abord renforcer, ça c'est Pitafam qui dit, renforcer le partenariat qui existe entre les États-Unis et le gouvernement congolais. Deuxièmement, aussi parler de la lutte contre la corruption. Voilà, donc je crois que ce sont là, au-delà de ce qui peut se dire derrière les rideaux, c'est ce qui est dit officiellement. Alors, mais quand je regarde le contexte, je me dis, bon, quand on parle corruption au Congo, celui qui incarne la corruption, c'est qui? Qui se sent concerné? C'est d'abord Kabila et ses gens. Je ne dis pas qu'ils sont les seuls, hein, mais en tout cas, en très grande partie, c'est Kabila et les siens qui incarnent la corruption. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il y a des rapports, hein, de multiples rapports sur ces sujets. Alors, un tel message, qu'on a dit ça à Kabila, c'est déjà quelque chose qui pourrait les déranger. Deuxième chose, si on tient compte du fait que l'Union européenne a refusé de lever la mesure, donc les sanctions contre les proches de Kabila, et Pitafam, dans ses déclarations, il dit que les États-Unis, sur le plan légal, ne peuvent pas appuyer et s'impliquer dans la réforme de FARDC parce que notre armée, et aussi dans la lutte contre l'insécurité à l'Est, parce que notre armée, en son sein, il y a des généraux qui sont sous sanction des États-Unis et de l'Union européenne. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Pitafam. Donc, quand je tiens compte du fait que les sanctions sont maintenues et qu'un officiel américain de ce rang-là puisse en parler,
je me dis quelque part, le message auprès de Kabila, c'était un message un peu plus fort que celui qu'on a délivré aux autres. Et là encore, je suis en train d'atténuer un peu les choses. Hein? C'est un message un peu plus fort. Et quand on tient compte, je l'ai dit et je le redirai toujours, c'est pour que nous comprenions, quand on tient compte de la signature de ces mémorandums d'entente, Memorandum of Understanding, entre les General Electric et le gouvernement congolais, pendant que l'envoyé spécial des États-Unis est en visite en RDC, j'ai dit c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que General Electric, c'est comme si 10 000 Mike Pompeo étaient venus au Congo au même moment. Je le répète, c'est une grande mastodonte. J'ai envoyé à un ami un documentaire sur cette multinationale. C'est une mastodonte. Hein? C'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de très grand. Et je vous épargne les connexions qu'il y a entre cette compagnie et les hauts milieux américains, tout ça, donc, de la Maison Blanche. Donc, pour moi, je dis, c'est un bon signe pour les pays, parce que si General Motors, qu'est-ce que j'ai dit, General Electric peut venir comme ça, ça aura un effet d'entraînement pour les autres investisseurs. Et je peux vous dire clairement, les gars avec qui j'étais aujourd'hui, ce n'est pas un investisseur du genre General Electric. Et le Congo ne les concerne pas, il me parlait de notre pays, mais il m'a dit, mais finalement, mais quand General Electric vient dans votre pays, vous ne comprenez pas, ça envoie un message partout. Donc, ceux qui ont un capital moins que celui de General Electric, donc ils ont moins de risques à prendre, ils viendront vite. Ils viendront vite. Et je crois que dans les jours à venir, nous allons voir d'autres compagnies venir pour investir. Mais cela ne veut pas dire que nous avons atteint les niveaux qu'il faut, hein, les niveaux des climats des affaires assainis qu'il faut pour attirer plus de monde. On doit continuer ce travail, comme l'a dit le président de la République, donc, et le gouvernement, il faut qu'il continue à assainir les milliers d'affaires, et ce travail consiste à combattre de manière radicale la corruption dans le pays. Est-ce qu'il y a un autre aspect de votre question que je n'ai pas abordé dans mes réponses? Ah, l'affaire de Vital Kamerhe. Je vous dis tout simplement, ce sont des allégations qu'on entend à gauche et à droite. C'est un directeur du cabinet du chef de l'État. Donc, moi, je m'interdis, je disais à un ami, je m'interdis de dire qu'il a détourné parce qu'il n'y a que la justice qui puisse dire ça. Les restes, ce sont des allégations, ce sont des accusations. J'ai vu, il a réagi en disant que bon, il faut qu'on préserve l'unité d'IFCC, CASH, tout ça. Il a interdit à ses militants et ses cadres, les cadres de l'UNC, de s'attaquer aux dirigeants d'IFCC et de l'UDPS. Donc, l'affaire est en justice. On a procédé à la nomination des nouveaux hauts magistrats dans l'appareil judiciaire. J'espère qu'ils vont se mettre très vite au travail, comme l'a promis M. le procureur général Jean-Paul Mukolo. Et puis, bon, cette affaire doit être tirée au clair pour que l'on ne puisse pas continuer à faire des allégations. Il faut que ça soit tiré au clair. S'il y a quelqu'un qui est fautif, qu'il soit condamné clairement, sinon, s'il n'y en a pas, que les gens puissent garder leur réputation. Donc voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Sibi Mouhi nous dit, mon frère, les prières du Congo, toutes les calabasses sont déjà pleines, maintenant il faut passer aux actes. Ah oui, il faut passer aux actes, mais il ne faut pas arrêter de prier, hein, parce que l'armée israélienne, dans la Bible, était en train de combattre et Moïse était en prière avec ses proches. Et parfois même, les progrès de l'armée dépendent aussi de la prière. Il faut prier pour nos militaires qui sont à l'est de la République. Ces gens-là mettent leur vie en danger.
Hein, on va nous dire qu'il y a des complices, mais oui, il y a des complices, mais il y a des gens qui meurent, il y a aussi des militaires qui meurent. On les tue. Donc voilà ce que je peux dire à Moïndo, sorry. Voilà, merci beaucoup. Qui d'autre? Finalement, Dieu merci que l'on me dit, qu'en est-il d'Israël? Je les trouve trop calmes dans les enjeux au Congo. Souvent, les Juifs, les Anglais et les Australiens suivent la ligne politique américaine quand il s'agit de la politique étrangère. Ah voilà, très bonne question. Bon, vous savez que depuis les dernières élections en Israël, dans l'État hébreu, M. Netanyahou a été mis en ballottage. Et puis il y a une enquête qui est ouverte sur lui, mais souvenez-vous, il y a quelques mois, il avait pu parler au téléphone avec le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Et très vite, on avait pensé qu'une visite d'État allait suivre. Malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que la situation politique, je dis bien politique, en Israël, n'est pas encore très stable. Voilà. Mais j'ose croire que les contacts, le minimum possible, sont établis. Qu'est-ce que j'allais dire autre? Vous parlez des Australiens, oui. Bon, l'Australie avec la RDC, il n'y a pas de relations diplomatiques, à vrai dire. Disons qu'il y a un ambassadeur qui avait été nommé, un ambassadeur australien, mais qui avait même présenté ses lettres de créance à Joseph Kabila. Je crois que c'est en 2016 ou 2015. Mais le monsieur est résident au Zimbabwe. Hein, cet ambassadeur est résident au Zimbabwe, donc il couvre et les Zimbabwe et la RDC. Je crois peut-être aussi le Congo-Brazzaville. Mais par contre, la RDC n'a pas un ambassadeur en Australie. À un moment donné, on avait parlé de... Bon, il y a beaucoup de gens qui ont tenté de représenter la RDC en Australie. Ça n'a jamais marché. À un moment donné, on avait parlé de l'ancien gouverneur de la banque, son nom m'échappe. Mais jusque-là, pas de suite. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? Parce que vous parlez de l'Australie. Beaucoup de gens ne savent pas. L'Australie, c'est l'un des pays dont les compagnies minières ont fait des très grands investissements au Congo, surtout au Katanga. Donc, quand on regarde l'importance de l'investissement australien dans le mine de Katanga, en principe, on devait avoir une ambassade. Disons, la RDC devait avoir une ambassade ici. Hein? Donc, quand je dis, c'est dit en Australie, et l'Australie devrait avoir une ambassade sur place à Kinshasa, tout au moins un consulat à Lubumbashi. Malheureusement, il n'y a pas d'ambassade. Parce que quand vous comparez l'importance de l'investissement australien dans le mine, cet investissement dépasse l'investissement australien au Kenya. Je vous donne l'exemple, au Kenya. Alors qu'au Kenya, il y a une ambassade de l'Australie. Vous prenez aussi l'ambassade de l'Australie au Ghana. L'investissement australien au Ghana, c'est rien par rapport aux intérêts australiens au Congo. Vous savez que le lithium, qui est un minerai très prisé par rapport aux nouvelles technologies, donc ce qu'on appelle clean energy, hein, c'est lithium qu'on a trouvé dans le Manono, c'est exploité par une compagnie australienne. Et d'ailleurs, ils vont augmenter les capitales. Donc, ils vont augmenter leur investissement parce qu'ils veulent étendre cette exploitation au niveau des Manono. C'est quand même flou que jusqu'aujourd'hui, et puis qu'on se le dise, l'Australie, c'est un pays qui a une position stratégique. C'est un pays occidental, en fait. Du point de vue des systèmes, c'est comme système politique, c'est comme l'Angleterre. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Sa superficie représente 5 fois la superficie de la RDC, à peu près. C'est un pays extrêmement riche. Quand vous regardez l'index de développement, la liste des pays qui figurent sur l'index de développement, le plus souvent, l'Australie est toujours parmi
les 5 premiers, et s'il va plus bas, c'est parmi les 10 premiers. Jamais en dehors de cela. Ils ont une position très stratégique. C'est un pays qui est dans ce qu'on appelle le continent Océanie. Ben, Océanie, c'est quoi sans l'Australie? C'est un pays qui est entouré de très petites îles. Donc, il n'y a pas d'Océanie sans l'Australie. Mais du point de vue géographique, quand on regarde, il y a une forte proximité avec l'Asie, pas la Chine seulement, mais l'Asie. Avec l'Asie. Vous avez l'Indonésie, vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam, tous ces pays de l'Asie. L'Australie est très proche de l'Asie et fait partie des pays membres de ce qu'on appelle ASEAN. Donc, parce qu'ils partagent soit des côtes maritimes, même avec les États-Unis du côté Pacifique. Hein. Et contrairement à ce que les gens pensent, l'Australie n'est pas si loin de l'Afrique. Quand vous regardez, à l'est de l'Afrique, nous avons l'océan Indien et l'Australie est sur la côte indienne, dans sa partie occidentale. De l'autre côté, elle est sur la côte pacifique. Je me dis certainement, il y a des experts en diplomatie et en géopolitique qui vont comprendre l'importance de ces pays. Il est très stratégique. Depuis quelques années, l'Australie organise chaque année une grande conférence sur le minerai et les produits énergétiques d'Afrique, chaque année. Et il y a un ministre de Kabila qui venait en Australie chaque année, mais de manière discrète. Monsieur, c'était à l'époque, il était inamovible, comment il s'appelle? C'est lui qui était ministre de Mines, là, qui a survécu. Il était dans tous les gouvernements. Son nom reviendra. Donc, c'est pas. Alors, la question que l'on doit se poser, pourquoi il y a un tel rapprochement au niveau des mines, mais pourquoi on ne veut pas une ambassade en Australie? J'imagine qu'il y a des choses que l'on cache. Hein? J'imagine. Comment expliquer qu'on peut avoir une ambassade en Inde, mais on n'en a pas en Australie? Comment expliquer qu'on peut avoir une ambassade en Tunisie? En Tunisie, mais on n'a pas une ambassade en Australie. Ce n'est pas explicable. Pas du tout. Ah, voilà, merci Dieu, merci Colombo. Monsieur Kabouelou, chaque année, si l'Australie n'était pas si importante pour la RDC, pourquoi viendrait-il chaque année? Pourquoi il allait en Australie chaque année? Et vous savez, je ne révèle rien. Il y avait une compagnie australienne, mais qui a été vendue aux Canadiens, qu'on appelle Avi Mining. Hein, dont cette compagnie avait été au Katanga en train de faire du cuivre. C'était à Kilwa. Il y avait des massacres à Kilwa. Et on avait tenté un procès contre cette compagnie en Australie. En 2007, Moïse Katumbi, alors qu'il était gouverneur, était parti en Australie avec certains villageois. D'autres disent que c'était des faux villageois et qui étaient venus témoigner pour blanchir la compagnie Avi Mining. Et il y en a d'autres qui disent que non, c'était des vrais villageois. Dieu seul sait. Hein? Katumba Mwake, le fait Katumba Mwake, paix à son âme, s'est rendu souvent en Australie parce qu'il était membre du conseil d'administration de la compagnie Avi Mining. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est des rapports qui existent, c'est question de fouiller. Les procès a eu lieu en Australie. Hein? Et l'Australie avait même organisé, les médias australiens d'État avaient organisé à un moment donné une enquête sur ces massacres de Kilwa, parlant de minerais, tout ça. Donc voilà ce que je connais de ces dossiers, et vous avez bien fait de l'évoquer. Je crois que les autorités congolaises ouvriront l'œil de ce côté. Parce que quand vous avez des minerais stratégiques tels que... J'ai donné simplement l'exemple de lithium. C'est stratégique, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est stratégique quand vous regardez la liste des minerais stratégiques des Américains. Le lithium est figure parmi eux. Vous prenez les Chinois pour eux, qu'est-ce que... Le lithium figure pour l'Australie, le lithium figure. Hein? Comment peut-on donner le permis d'exploitation
à une compagnie australienne qui vient exploiter le minerai tel que le lithium. Je vous épargne les autres, hein, parce qu'ils sont au Katanga, pas seulement dans les Manono. Les gens qui vivent au Katanga, ils savent qu'il y a des Australiens là-bas qui exploitent les minéraux. Comment peut-on donner, disais-je, des permis d'exploitation à des compagnies australiennes, mais on n'a même pas un consulat? Donc, les gouvernements de l'actuel chef de l'État doivent ouvrir l'œil là-dessus et voir comment approcher ces grands pays qui exploitent des minéraux stratégiques chez nous. Et ils ont montré la bonne foi. Ils ont nommé un ambassadeur. Moi, j'ai vu les images. Il avait présenté ses lettres de créance auprès de Kabila. Mais la RDC n'a jamais nommé un ambassadeur en Australie. Jamais. Alors, je crois que, messieurs, Dieu merci, avez-vous des nouvelles sur la compagnie roumaine AM Development International qui vient de signer un JV avec l'AMIBA, donc vous voulez dire joint venture, pour des 100 millions de dollars? J'ai cherché les informations sur le net, il n'y a rien. Je n'ai pas de nouvelles, je reviens d'un voyage. Cela s'est fait alors que je m'apprêtais à partir, j'avais vu l'information. Bon, je suis en train de me poser, et ce n'est pas la même compagnie roumaine qui exploite au Sénégal le pétrole et qui était impliquée dans un scandale là-bas avec les frères du président Macky Sall qui étaient accusés d'avoir eu des contrats un peu opaques avec cette compagnie. Je n'ai pas encore vérifié comme vous. Bon, je vais voir quelle est cette compagnie. Mais j'ai vu sur la photo monsieur Didier Kazadi, qui est très proche de Joseph Kabila. En tout cas, il est encore, hein, officiellement, il est encore l'ambassadeur du Congo en Angola. Je l'ai vu sur la photo parlant du financement de cette compagnie roumaine. Je me pose aussi la question, comment va-t-on accommoder la compagnie roumaine et la compagnie canadienne autour de laquelle il y avait eu des problèmes, parce que jusque-là, les contrats n'ont pas été résiliés. Hein? Est-ce qu'on a résilié? Est-ce que pas? Bon, on sait aussi que les Russes étaient intéressés par les diamants de l'Aniba. Hein? Les Belges étaient intéressés. Bon, qu'est-ce qui a fait que la compagnie roumaine puisse gagner ces marchés? Si marché il y avait, s'il y avait appel, je ne sais pas moi. C'est un dossier que, bon, nous allons essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé et nous allons comprendre. Mais s'ils viennent pour le bien-être des travailleurs de l'AMIBA, pour relancer l'AMIBA, ça serait une bonne chose. Voilà ce que je peux dire. Même des Sud-Africains étaient intéressés à l'AMIBA. Voilà. En tout cas, c'était là. Oh, trop petit mot provision. Nous allons faire une pétition que vous soyez nommé ambassadeur en Australie. Quand dites-vous hommage, homme de Dieu, Anglo-Congo? Bon, je ne sais pas, enfin, ambassadeur en Australie, pourquoi? Bon, encore que il faut, si vous avez des contacts au niveau du chef de l'État, bon, tant mieux, on verra. Est-ce que je suis diplomate? Non, je dirais non, je ne suis pas diplomate de formation. C'est vrai que j'ai travaillé dans une ambassade, mais c'était à un poste pas très élevé. Ne vous faites pas d'illusions. Hein? Bon, on verra, on va juger. Si contactez-moi inbox, comme ça on va voir, on va en parler. Si vous avez des contacts sérieux au plus haut niveau, on va voir. Mais sinon, tout Congolais qui a, il y a des diplomates de carrière, ils peuvent aller en Australie. Et moi, je me dis, écoutez ce que je voudrais dire. Sur le plan diplomatique, la RDC, c'est vrai que les Occidentaux, ce sont nos partenaires traditionnels, comme on dit. Les États-Unis, la Belgique, la France, l'Angleterre, l'Italie, et j'en passe. Disons le pays de l'Union européenne, l'Angleterre, le pays de la Scandinavie et les États-Unis, le Canada, donc de l'Amérique du Nord. C'est vrai que ce sont nos partenaires traditionnels, comme on dit. Mais n'oublions pas, la région du monde où il y a eu la croissance de manière constante depuis bientôt des décennies, c'est la région Asie-Pacifique.
C'est la région Asie-Pacifique. Aujourd'hui, les dispositifs militaires américains déployés à travers le monde, il y a ce que Barack Obama avait appelé les pivots. C'est-à-dire, ils ont pris un certain nombre d'arsenals qu'ils avaient placés dans leur base militaire en Europe, qu'ils ont amenés en Asie, Asie-Pacifique. Parce qu'en Australie, il y a une base militaire américaine. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est devenu la région la plus stratégique du monde, l'Asie. Bien sûr, à cause de la montée de la Chine, mais aussi à cause de l'importance économique de cette région. Il n'y a pas que la Chine, il y a l'Inde, il y a le Vietnam. Tous ces pays qu'on appelle des dragons ont connu ce qu'on appelait le miracle économique. Et vous allez voir les diplomaties de nos amis traditionnels, là, nos partenaires traditionnels, ils ont renforcé la diplomatie dans cette partie-là du monde. Vous avez comme l'Indonésie, un pays qui a à peu près 250 millions d'habitants et qui est en train de monter. Vous avez l'Inde, vous avez le Pakistan. Il n'y a pas longtemps, 2 mois passés, le premier ministre pakistanais avait dit désormais, nous devons focaliser notre attention sur l'Afrique, renforcer notre coopération avec l'Afrique. Donc, le fait que l'Occident est notre partenaire traditionnel ne doit pas nous empêcher à regarder ailleurs. Bon, aujourd'hui, il faut être un peu prudent avec le coronavirus, c'est pour rire, hein? Mais c'est sérieux le coronavirus. Ici, je voudrais attirer votre attention que si on ne fait pas attention, il y a une crise économique très grave qui va arriver parce que déjà dans certains pays, cette crise est en train de se faire ressentir petit à petit. Pourquoi? Parce que le monde dépendait en grande partie des articles, des biens produits en Chine. La Chine, c'est le supermarché du monde. C'est aussi l'usine du monde, en grande partie. Alors maintenant qu'il y a ces virus, il y a des avions, il y a des compagnies aériennes qui ne se rendent plus. On a suspendu des vols. Or, quand on suspend des vols comme ça, c'est quelque part, ça touche le travail de quelqu'un, ça touche tous les services liés à un vol, tous les catering, les machins, les carburants, tout. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a un navire japonais au bord duquel les gens étaient en croisière. Il y a eu des cas de coronavirus. Ce qui fait que le commerce avec la Chine est en train de souffrir de ce virus qui est en train de tuer quoi et moi. Il y a plus de morts que ce que la Chine déclare. On connaît la Chine, on aime bien la Chine, mais la Chine a toujours une politique d'opacité, hein, dans ses rapports avec les autres, surtout pour des choses qui ne vont pas en Chine. Donc, il y a plus de morts que l'on pense. Bon. Si ça continue comme ça sera catastrophique parce que beaucoup de business que vous voyez à l'étranger, des affaires, dépendent quelque part de la Chine. Vous prenez tout simplement à Kinshasa, les gens qui vont en Chine, ils n'y vont plus. Donc, si ça perdure, si on fait encore 2 mois, 1 mois dans les jours à venir, même moins que ça, ben, toutes ces petites affaires-là seront en faillite. Et c'est à travers toute l'Afrique finalement. Il y a le dernier cas que j'avais suivi, c'est au Botswana. Et qu'est-ce que j'ai dit? Plutôt à Swaziland. Il y a un médecin qui m'avait demandé de donner la source. Je considère aujourd'hui Anglo-Congo est une source crédible. Hein? Donc, nous nous permettons d'avoir ces kilos-là. Nous avons fait des recherches, on a trouvé que bon, c'était en Swaziland. Donc, il ne faut pas nous demander qu'on donne une autre source. Si on ne donne pas la source, c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes la source. Mais s'il y a une autre source, on donnera la source. Hein? Et il a eu l'honnêteté de me dire, voilà, après leurs enquêtes, il m'a fait un message que j'ai vu aujourd'hui, ils ont trouvé que c'était vrai. Hein? Donc, il y a un Chinois qui était arrivé en Afrique australe et qui est allé en Swaziland, donc il était atteint. Mais c'est sérieux cette histoire, c'est très sérieux. Et nous savons que
la plus grande population, donc le plus grand poids démographique dans le monde se trouve dans ces coins-là, dans cette zone-là, dans cette région-là. Hein, la Chine, l'Inde, hein, tous ces pays-là. Et tous les commerces du monde est dirigé vers là-bas. Même les États-Unis. Il faut aller dans le Walmart, donc des shops célèbres aux États-Unis. Vous allez voir, beaucoup d'articles viennent de la Chine. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas souhaiter parce que ça risque de provoquer une crise terrible. Surtout qu'on annonçait déjà une crise financière, du genre qu'on avait connue la fois dernière. Et la Chine reste le plus grand acheteur des minéraux dans beaucoup de pays du monde. Voilà. Donc là, j'avais un peu, c'était une sorte de digression, mais c'est très important. Donc, les affaires étrangères au Congo doivent tenir compte de ça. Personne n'oublie la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, et même le Vietnam. Hein, le Vietnam, il faut aller au Vietnam. Le Vietnam monte. Aujourd'hui, beaucoup d'articles ne sont même plus fabriqués en Chine. C'est toujours made in China. C'est un peu comme les articles qui étaient fabriqués en Italie. À un moment donné, on a délocalisé. On fabrique en Chine, mais on dit made in Italy. Aujourd'hui, la Chine fait la même chose. Il y a des articles qu'on fabrique à Laos, par exemple. Mais c'est toujours made in China. Bon, voilà, c'était peut-être la dernière intervention. Peut-être. Chibi Mouine dit un mot à l'ouverture du Congo au marché extérieur sans pour autant être préparé en amont. Bon, écoutez, sans pour autant préparer en amont, moi je ne dirais pas ça. J'ai parlé de ces sujets de marché, de l'ouverture de la RDC au marché extérieur, notamment le marché de l'Afrique de l'Est. Bon, écoutez, nous sommes déjà membres, par exemple, de la CEAC, une communauté économique des pays de l'Afrique centrale. Nous sommes membres de la SADC. Hein, et sans l'appui de la SADC, peut-être que l'alternance n'aurait pas eu lieu au Congo. Hein, ça, il faut le dire. La SADC a pesé de tout son poids. Souvenez-vous de la rencontre de Luanda en Angola, où Kabila avait dit qu'il a l'impression qu'il est devant un tribunal, devant ses homologues. Souvenez-vous de la rencontre de Windhoek en Namibie, des va-et-vient des hommes politiques en Namibie, en Afrique du Sud, et tout ça. Donc, la SADC, nous faisons partie de la SADC, on ne doit pas regretter de cela. Et puis, il y a des Congolais qui vont, par exemple, au Zimbabwe sans visa. C'est grâce justement, quelque part aussi à la SADC. Il y a aussi assouplissement de mesures de visa. L'Afrique du Sud, pour des officiels congolais, on a assoupli les conditions. C'est toujours dans le cadre de la SADC, c'est pour faciliter la circulation des personnes et des biens, pour booster les commerces dans cette région-là. Donc, on ne doit pas regretter. Par contre, nous devons, du point de vue intérieur, chercher à bénéficier de notre adhésion à tous ces marchés. Il y a la COMESA, récemment nous avons rejoint le Burundi, le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, je crois même aussi les Comores, dans ces marchés des pays de l'Afrique de l'Est. C'est une bonne chose. Moi, je pense que c'est une bonne chose, mais c'est à nous de renforcer aussi, de notre côté, les mesures pour que ça ne soit pas au détriment de notre pays. Un autre avantage, comme je l'ai dit, sur le plan diplomatique, c'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement du commerce. Les commerces, c'est vrai que c'est un marché pour faciliter la circulation des biens, mais quelque part, tous ces pays-là qui sont membres, bien cette organisation-là se sent concernée quand un pays est menacé par un autre pays membre. Ça devient donc des forums où on peut s'interpeller les uns et les autres pour dire, mais voilà, si vous déstabilisez mon pays, alors quelque part, vous déstabilisez directement les commerces. Parce que comment les gens vont faire les commerces s'ils ne sont pas dans les conditions de paix pour produire?
lesquels biens seront vendus dans des pays voisins. Donc, le bénéfice que nous pouvons tirer de notre appartenance à ces organisations ou bien ces marchés, c'est quelque part la conséquence, c'est qu'il y a une exigence de paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, ben écoutez, nous allons faire le commerce comment? Vous avez vu le Rwanda et l'Ouganda, les Rwandais avaient fermé la frontière. Finalement, bon, grâce à la médiation du président angolais et puis le président de la RDC, bon, ils ont assoupli, ils ont repris les dialogues. Pourquoi? Parce que quelque part, les hommes d'affaires rwandais qui avaient investi en Ouganda et ceux de l'Ouganda qui avaient investi au Rwanda, leur business en pâtissait. Donc, ces gens payent des taxes dans leur pays. Ces gens ont employé des gens, des travailleurs. Donc, nous sommes condamnés à appartenir. L'Europe, je vous recommande de suivre le ministre de la coopération internationale, un gars extrêmement intelligent, et comme beaucoup de gens disent, qu'est-ce qu'il fait FCC? Bon, là, c'est la politique, mais quand il parle, vous sentez qu'au-delà d'être un homme politique appartenant au FCC, c'est un expert en la matière. Je vous recommande de suivre son émission avec des amis de Top Congo. Moi, j'avais expliqué l'avantage de l'appartenance de la RDC à cette zone-là. La crainte, c'est quoi? Les gens voient le Rwanda, mais non. Il n'y a pas que le Rwanda. Il y a l'Ouganda, il y a le Kenya. Et vous savez tous quel est le rôle que le Kenya a joué lors des élections au Congo. Donc, je pense que c'est une bonne chose, mais on doit mettre de l'ordre chez nous. Mais on ne doit pas dire, il faut d'abord qu'on mette de l'ordre pour qu'on adhère. Non. Sinon, ce commerce-là va nous échapper parce que ça va continuer d'une autre manière. Ça sera dans le marché noir. C'est une bonne chose. Et puis, bon, dans ces organisations, il faut envoyer des Congolais. Il faut faire de telle sorte que les Congolais aient des postes dans ces organisations. On avait monsieur, je crois, Tumbalouaba, à un moment donné, qui était secrétaire général de la CIRGL. Il y a l'autre monsieur qui devrait représenter la RDC, c'est une Sud-Africaine qui a pris le poste. Donc, au niveau de toutes ces organisations, nous devons avoir des gens. Lunda Boulou, ancien Premier ministre, était secrétaire général de la CAC. Non seulement ce sont des marchés, mais c'est aussi des organisations où les Congolais peuvent aller prester et veiller sur les intérêts de la RDC, être en avance de l'information et profiter de ces organisations pour renforcer leur expérience diplomatique. Donc, moi, je suis pour qu'on fasse partie de ces marchés, mais je vous rejoins là où vous dites à peu près que non, que ce ne soit pas au détriment de la RDC. Et en passant, je voudrais dire, parce qu'il y a quelque chose qui a fait, qui a provoqué des commentaires, le ministre Manjolo avait parlé de la stratégie. Il expliquait pourquoi nous n'avons pas, la RDC n'a pas arraché des postes au niveau de la zone économique de libre-échange. Il a parlé de la stratégie lui, il a dit la théorie du piéton imprudent, mais c'est plutôt la stratégie du piéton imprudent. Donc, c'est une stratégie militaire, mais qu'on applique dans la diplomatie aussi, donc, qui consiste à ce que en fait, c'est comme deux véhicules qui viennent sur les chemins. Et un véhicule doit laisser la place, le chemin est tellement étroit, un véhicule doit laisser la place à l'autre, sinon c'est l'accident, sinon alors c'est le blocage. Alors, le plus malin, il fait quoi? Il se précipite, il prend de l'avance. Donc, il oblige l'autre, soit à les cogner, ce qui sera dommageable, soit il s'écarte. Et les Américains le font sur le plan militaire. C'est-à-dire, ils peuvent venir, ils disent, bon, nous prenons tel territoire, ou bien vous venez nous attaquer, il y aura la casse, ou bien alors, nous négocions, mais vous négociez en position de faiblesse. Donc, voilà. Et le ministre a bien expliqué, je lui donne
tout cas, félicitations. Il a expliqué que bon, notre gouvernement est arrivé en place en retard, hein, et parce qu'il y avait des négociations par rapport à sa nature. Et voilà. Et donc, ce qui a fait que les autres avaient déjà commencé les démarches. Allez, je crois qu'on va en terminer là. Merci beaucoup, Tibi Mouindo, pour vos questions pertinentes. Merci à tout le monde qui a posé des questions. Timon Provision, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Partagez cette analyse. Et encore une fois, j'ai dit, notre pays doit se réconcilier parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur, qui n'attendent qu'un signal de manière personnelle d'apaisement pour qu'ils rentrent au pays, pour qu'ils servent le pays. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui ont commis des crimes odieux tels que les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, que ceux-là, on devrait bénéficier de la clémence de la République, sinon on va consacrer l'impunité. Et je continue à dire, parce que nous sommes des chrétiens, des croyants, continuons à prier pour ceux qui sont en action, hein, donc au front. Nous prions pour nos militaires, prions pour les membres du gouvernement, prions pour les chefs de l'État, prions pour les nouveaux magistrats. Hein. C'est important, c'est un ministère. C'est un ministère. Un magistrat, c'est un serviteur de Dieu. Donc, il est là pour l'ordre public et pour la justice. Et souvent, beaucoup de choses que nous connaissons dans notre pays, c'est parce que nous opprimons les faibles. On ne se rend pas compte. Leur voix n'arrive pas à se faire entendre auprès des gens, mais les créateurs entendent la voix des opprimés et des faibles qu'on est en train de piétiner dessus. Donc, continuons à prier, que Dieu nous fasse grâce. Je vous aime bien. Allez, Mouma Mibariki, Pote Baouli Bofunda vient juste d'entrer, le Sako Nayo. Voilà. Bye bye.